nous avons placé cette journée sous un triple patronage. Celui d'Edward Snowden, dissident du système occidental, poursuivi par les États-Unis d'Amérique pour avoir dénoncé l'espionnage mondial et le contrôle mondial des communications de tous les citoyens par les services américains. Edward Snowden a souhaité le droit d'asile en France. Il lui a été refusé. Le droit d'asile, les réfugiés politiques, c'est ceux qui ne sont pas réfugiés politiques. C'est pour ceux qui ne sont pas réfugiés politiques. Ce n'est pas pour les vrais demandeurs d'asile, les vrais résistants qui devraient justement avoir ce droit d'asile. La deuxième figure tutélaire, c'est celle de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, le double dissident. Dissident du système soviétique, dissident du goulag, puis dissident du système américain, du système occidental, dissident du moulag. La troisième figure, c'est Jean Raspail. Quand j'en ai parlé avec Jean Raspail, il a protesté en me disant « mais je ne suis pas Solzhenitsyn ». C'est vrai que Jean Raspail n'a pas connu le goulag, mais Jean Raspail a publié un livre prophétique, Le camp des saints, où il montrait le problème qui est le nôtre, qui plus que celui des gens qui viennent d'ailleurs, est celui de l'idéologie bisounours, de l'émotionnel qui nous gouverne et qui nous empêche qui empêche nos peuples, qui empêche les peuples européens d'avoir les réactions qui conviennent face aux situations auxquelles ils doivent faire face. Jean Raspail n'a pas connu le goulag, mais depuis 40 ans, il a été ostracisé par le système en raison de sa lucidité et en raison de son courage. Voilà les figures tutélaires des hommes à des degrés divers persécutés parce qu'ils ont porté une parole juste. Alors l'année 2015 qui s'achève est une année radicale. Attentats, invasion migratoire, guerre en Europe. 2015, année radicale, parce que l'histoire revient au grand galop. Année 2015, année radicale, parce que des cycles historiques s'achèvent. Allons du moins important vers le plus profond. Le petit cycle historique des petites alternances à répétition s'achève. Un coup les socialistes, un coup les centristes du RPR, de l'UMP, puis du Républicain. Voilà un spectacle qui lasse, un spectacle qui n'aura plus cours dans les années qui viennent, malgré l'inertie d'un électorat ahuri par les médias de propagande. Le cycle historique de déconstruction de toutes les traditions, enfanté à Berkeley et Woodstock, propulsé en France par mai 68, s'épuise lui aussi. La loi Taubira sur le mariage gay aura été son chant du cygne. Des forces immenses se sont levées. C'est le réveil des permanences anthropologiques, dont nous parlerons lors de la première table ronde, animée par Philippe Christel et Gabriel Cluzel, avec Béatrice Bourges, Charlotte Dornelas et Thibaut Degarde. Le cycle de culpabilisation, commencé en 1945, a terminé son expansion. Au départ, il a concerné l'Allemagne et sa responsabilité dans la Shoah. Puis curieusement, cette culpabilité s'est étendue à tous les pays d'Europe, appelés à partager la culpabilité allemande, à laquelle on a rajouté, pour faire bonne mesure, les crimes de la colonisation et de l'esclavage. Les peuples de l'Europe de l'Est refusent aujourd'hui ce fardeau. Partout à l'Ouest, des mouvements identitaires se réveillent et retrouvent la fierté d'être européens, la fierté de notre histoire, de notre civilisation. Ce sera l'un des enjeux de la table ronde sur l'identité avec Renaud Camus, Julien Rochdy, Damien Rieu.
Le cycle de 1914 a été analysé par Dominique Vénère dans son maître ouvrage Le siècle de 14. À l'issue du désastre de la Première Guerre mondiale, plusieurs idéologies ont prospéré. Le fascisme et le nazisme, le communisme soviétique, le mondialisme marchand américain. Fascisme et nazisme ont disparu en 1945. Le communisme soviétique s'est effondré sur lui-même en 1989. Reste le mur de l'Ouest qui n'est pas tombé, selon le titre du livre d'Hervé Juvin. Pas tombé ou pas encore tombé. Car la révolte gronde contre l'américanisation du monde. Les frontières font leur grand retour entre les États du Sud et de l'Est de l'Europe, entre les civilisations à l'intérieur des territoires nationaux. Et malgré la superpuissance américaine, c'est le retour de la multipolarité du monde. Les BRICS, Brésil, Inde, Russie, Chine, Afrique du Sud, pèsent plus de 3 milliards d'habitants. Retournement impensable il y a seulement un an, François Hollande se tourne vers la Russie, allié de Bachar el-Assad, pour bombarder les positions de l'État islamique. Allons plus loin. Un autre cycle historique touche à son terme, le cycle des Lumières. Il a promu la laïcisation de l'universel, mais c'est au retour des particularités et des communautarismes que nous assistons. Qui ne voit en France que la sacro-sainte assimilation républicaine est un leurre et qu'elle est balayée par la grammaire des civilisations? Voilà l'arrière-plan de nos travaux. Pendant que sur le devant de la scène, deux séries de forces s'affrontent. Du côté du monde dominant, le mime, le matérialisme immigrationniste marchand, la finance et les banques qui achètent les consciences, et les médias de propagande qui ahurissent l'opinion. Des médias qui ont une vision congelée de la situation et imposent le politiquement correct aux partis politiques, tous les partis étant à des degrés divers, médias dépendants. Du côté du monde dominé, trois acteurs se lèvent. Le peuple, sous le choc des réalités économiques, sociales, migratoires. Les vrais intellectuels qui rompent avec la vulgate médiatique. La génération 2013, ces jeunes militants nés des combats de la Manif pour tous et des actions identitaires. Une triple révolte survient, celle de l'opinion frappée par le choc des faits, celle des intellectuels qui acceptent de penser la réalité hors des bornes fixées par le politiquement correct. Une révolte générationnelle aussi, bien exprimée par Julien Jean-Géla dans son livre Manifeste, la jeunesse au pouvoir, où cet identitaire dresse un constat lucide sur la manière dont les vieux, qu'il oppose à la figure respectable des aînés, il n'y a pas de vieux dans la salle, il n'y a que des aînés, il y a aussi des jeunes, ont dilapidé l'héritage qui leur avait été transmis et contribué aux difficultés que traverse la jeunesse. Une jeunesse qui peut se reconnaître dans cette formule de Marion Maréchal Le Pen: « Je ne serai pas de la génération qui s'excuse, mais de celle qui revendique son héritage. » Les dominants ont le pouvoir et l'argent. Les dominés s'appuient sur le réel, la jeunesse et l'enthousiasme de ceux habitués à combattre du faible au fort. L'objectif de la journée de la dissidence est précisément de réunir autour des grands bouleversements qui viennent des intellectuels dissidents et des acteurs de la génération 2013. Leur arme, ce n'est pas seulement le bulletin de vote, c'est la dissidence de tous les jours. La dissidence, c'est un art, une attitude dont nous parlera Robert Ménard, le Cyrano de Bergerac des batailles municipales. J'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écris avec joie un ennemi de plus.
La dissidence, c'est désobéir aux faiseurs d'opinion. Être dissident aujourd'hui, c'est refuser de ne pas voir et même de ne pas dire, c'est faire sécession, selon René Camus. Être dissident aujourd'hui, je cite ici Béatrice Bourges, c'est aller à l'encontre de l'historiquement correct, de l'économiquement correct, du politiquement correct, du religieusement correct, de l'artistiquement correct. Être dissident aujourd'hui, c'est arrêter de faire acte de repentance. Parraine de la France, c'est être patriote et en être fier. La dissidence, c'est penser et agir autrement. Marcher en forêt, plutôt que déambuler dans les grandes surfaces commerciales. Monter dans les arbres pour empêcher leur abattage pour construire des parkings. Éteindre la télévision. Sauf grimper sur les toits des mosquées pour s'opposer à la colonisation musulmane. Occuper une église pour éviter sa destruction. Apprendre aux enfants qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on leur raconte à l'école. Moquer les lubies des pédagogues. Respecter et faire respecter les règles de politesse. La dissidence, c'est combattre la novlangue. Utiliser le mot de clandestin, non celui de migrant. Dire que le mariage pour tous est une foutaise. Reconnaître à la suite du général de Gaulle, repris par Nadine Morano, que les Français sont avant tout un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. La dissidence, c'est montrer qu'on n'est pas dupe des fumisteries de l'art dit contemporain, qui n'est que l'art contemporain. La dissidence, c'est prendre la distance vis-à-vis des règles managériales, des grandes entreprises et du jargon des grands cabinets conseils anglo-saxons. Je ne parle pas des sociétés françaises de conseil, bien sûr. Se méfier de leur déontologie, avec des guillemets, arme de tromperie et de conformisme, s'émanciper de la tyrannie des chiffres, de la dictature des procédures, du reporting des tableaux Excel et des PowerPoint. S'efforcer de parler français et délaisser le franglais et le basic English. Vaste programme. Être dissident aujourd'hui, c'est prendre la parole partout et ne pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, d'homophobe, de xénophobe, d'intégriste et de fasciste. C'est demander des comptes aux responsables du chaos, hommes politiques impuissants ou hommes de médias arrogants. Être dissident, c'est entarter ceux qui le méritent. Être dissident, c'est ne pas s'écarter au passage des cortèges officiels, toutes sirènes hurlantes. Nos insignifiances ne le méritent pas. Être dissident, c'est courir le risque des poursuites judiciaires, des interpellations, des gardes à vue, des condamnations. Être dissident, c'est ne pas faire confiance à la justice de son pays et à ses juges chamarrés qui arborent à leur boutonnière des légions d'honneur comme des crachats sanglants à leur indépendance. Voilà pourquoi nous avons placé cette journée sous le triple magistère de Raspail, Solzhenitsyn et Snowden. Jean Raspail, le prophète du camp des saints. Alexandre Solzhenitsyn, dissident de l'Est puis de l'Ouest. Edward Snowden, qui a révélé les écoutes mondiales de la NSA américaine et à qui la France a refusé l'asile. La France. Le gouvernement a refusé l'asile politique. Voilà
des figures tutélaires du courage et de la lucidité. Bref, de la dissidence. Sortez de vos tanières, bougez-vous, prenez des risques. Le temps est venu de l'offensive. Ce n'est pas à vous d'avoir peur. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, il y a ceux qui pleurnichent et ceux qui se mobilisent. Mobilisez-vous. Nous sommes, vous êtes l'avant-garde.